Merci à toutes et à tous d'être connectés pour ce débat de l'étincelle du NPA, dont le journal Convergence révolutionnaire est votre lecture préférée, j'en suis sûr, sur Internet et bientôt un nouveau numéro papier. Aujourd'hui, on va discuter du racisme et des violences policières. Et on va avoir une introduction qui durera environ 50 minutes, qui se découpera en trois parties. On va faire une discussion sur les racines du racisme, donc les relations entre le racisme, l'État et le capitalisme. Ensuite, une partie sur bien, la police, son rôle de maintien de l'ordre social. Et puis une dernière partie sur le mouvement en cours et les perspectives que différents acteurs politiques veulent lui donner et les perspectives que le mouvement lui-même pourrait se donner et dans le sens dans lequel on pousse au sein de ce mouvement. Donc, je vais d'abord laisser la parole à, à Lionel. Normalement, il y a une présentation qui va s'afficher en parallèle, si on y arrive. Et ben, à toi, Lionel, vas-y. Alors bonjour à tous. Donc on va aborder ce qu'on peut appeler les racines du racisme, essayer de comprendre son origine. Alors aujourd'hui, il n'est pas difficile de montrer que le racisme dans la police, ça n'a rien d'accidentel, tant les réseaux sociaux ont permis de diffuser massivement des témoignages à ce sujet, comme récemment le propos d'un gendarme à l'un de ses collègues au sujet d'un homme qui avait sauté dans la Seine pour échapper à une interpellation, et qui disait donc un bico comme ça ne nage pas, je cite, hein, ça coule, tu aurais dû lui accrocher un boulet au pied, voilà le tout assaisonné des rires gras des flics. Bon, alors face à tant d'évidences, face à des évidences si choquantes, on continue d'entendre quand même un discours qui réduit le racisme à une sorte de perversion invraisemblable de notre beau système démocratique. Dans une pétition lancée par SOS Racisme, par exemple, on peut lire que le racisme, c'est une réalité contraire à l'esprit de la République. Autant dire, ce serait plus juste, hein, que le racisme, il est conforme finalement à la réalité de la République. S'il n'est pas conforme à son esprit, il doit bien être conforme à quelque chose, donc c'est peut-être la République réelle et pas celle qu'on aimerait imaginer. Parce que les forces de l'ordre, elles sont bel et bien chargées de défendre un ordre social avec toutes les inégalités qui le constituent. Alors d'abord, pourquoi le racisme est-il aussi solidement chevillé au corps de la société bourgeoise? Alors, il faut rappeler que le capitalisme en lui-même, il est indifférent à l'origine, à la couleur de peau, comme il l'est d'ailleurs au genre ou à la religion. Tout individu constitue pour la bourgeoisie une force de travail disponible et par conséquent du capital. Et c'est le développement du capitalisme à l'échelle du globe qui unifie l'humanité sous le talon de fer de l'exploitation. Le capitalisme n'est donc pas en lui-même raciste dans la théorie. Dans la réalité, en fait, c'est-à-dire dans l'histoire, le capitalisme a eu très tôt besoin du racisme, d'abord sous des formes légales, puis, comme aujourd'hui, sous des formes plus insidieuses, mais qui ne sont pas moins concrètes. Le racisme s'est développé en même temps que le marché mondial, lorsque la bourgeoisie européenne, profitant de l'aubaine provoquée par les progrès de la navigation et la découverte des Amériques, a asservi les populations des terres conquises, puis réduit en esclavage la main-d'œuvre raflée sur les côtes africaines. Dans ce processus que Marx a appelé l'accumulation initiale, qui marque les débuts du capitalisme moderne, Marx soulignait l'importance de l'utilisation systématique du pouvoir d'État, de la violence concentrée et organisée de la société pour activer artificiellement le procès de transformation du mode de production féodal en mode de production capitaliste et pour en abréger les transitions. En somme, c'était la nécessité de cette violence, y compris raciste, à l'origine du mode de production capitaliste. L'Ancien Régime a ainsi vu naître les premières législations clairement racistes, comme en France par exemple le Code noir, qui a été promulgué en 1685, inspiré en partie par le ministre Colbert, qu'on cite aujourd'hui parmi les statuts à déboulonner. Donc Code noir qui a réduit les esclaves noirs au statut de biens meubles. Et comme le résumait Marx, l'esclavage camouflé des ouvriers salariés en Europe avait besoin du piédestal de l'esclavage sans phrase dans le Nouveau Monde. Et lorsque la bourgeoisie est enfin parvenue au pouvoir politique, le racisme a encore permis de justifier la colonisation. Continuer de permettre cette justification. Alors même que la Révolution française avait aboli l'esclavage en 1794,
notamment grâce au soulèvement des esclaves eux-mêmes. Et bien Bonaparte s'est empressé de le rétablir. 10 ans après, en 1805, l'arrêté qui portait application du Code civil, appelé à l'époque Code Napoléon, aux colonies, cet arrêté expliquait cyniquement que de tout temps, on a connu dans les colonies la distinction des couleurs. Je cite, donc que cette distinction des couleurs est indispensable dans les pays d'esclaves et qu'il est nécessaire d'y maintenir la ligne de démarcation qui a toujours existé entre la classe blanche et celle de leurs affranchis ou de leurs descendants. Et même après la seconde abolition de l'esclavage en 1848, celle qu'on a coutume de célébrer, la Troisième République inventa de nouvelles lois racistes en distinguant les citoyens français de métropole des sujets français de l'Empire colonial. Ça a été le Code de l'indigénat dans les années 1880, qui n'a été aboli qu'en 1946, alors même que le régime d'exception pour les colonisés, institué par le Code de l'indigénat, s'est maintenu évidemment dans les faits jusqu'aux indépendances des colonies. Donc on voit qu'en matière de loi raciste, le régime de Vichy, souvent évoqué quand on parle de ça, finalement n'avait absolument rien inventé. Le racisme d'aujourd'hui, c'est cette longue histoire du capitalisme, née dans la violence, indispensable pour transformer des millions d'hommes en esclaves ou en prolétaires. Il s'est perpétué, ce racisme, au cours des 19e et 20e siècles, par les politiques impérialistes des pays les plus développés, toujours justifiés par une quelconque supériorité, qu'elle soit raciale ou culturelle. Ainsi, à l'immigration intérieure, on parlait déjà des Bretons comme des ploucs au XIXe siècle, les Auvergnats aussi, à l'immigration intérieure a succédé une immigration européenne, celle des Italiens, des Polonais, des Espagnols, des Portugais, notamment, puis une immigration issue des colonies, en particulier nord-africaines, dans l'entre-deux-guerres et dans l'après-guerre. Sous-payés, n'accédant pas immédiatement à la nationalité, et donc à la citoyenneté de plein droit, la classe ouvrière immigrée a constitué une formidable réserve de main-d'œuvre régulièrement renvoyée au chômage et à la précarité et désignée comme bouc émissaire. Les immigrés originaires d'Afrique subsaharienne, venus en France essentiellement après les indépendances, donc à partir des années 50-60, se retrouvent ainsi de fait spécialisés dans les métiers les plus pénibles, que ce soit le bâtiment, tous les métiers associés à l'intérim, souvent les plus durs, la sécurité, etc. Et dans la logique migratoire qui est propre au capitalisme, ce sont souvent les derniers venus qui sont les moins bien traités, à l'instar des Roms d'Europe de l'Est, qui viennent en France, ou des Noirs aujourd'hui. Mais cette logique du dernier arrivé ne fait que s'ajouter à la permanence des préjugés issus de l'époque coloniale, qui est renforcée par la continuité de la politique impérialiste de la France, dont l'armée est toujours présente sur le continent africain et dont les multinationales continuent de piller les ressources des ex-colonies. Alors que les immigrés blancs pouvaient aisément, après un temps plus ou moins long, s'intégrer au reste de la population en faisant oublier leurs origines, les immigrés non européens ont continué à subir les stigmates associés dans l'imaginaire raciste à leur origine, à leur couleur de peau ou à leur religion. Le racisme a ainsi constitué un outil puissant pour maintenir une partie de la population dans les marges du prolétariat, pour les emplois les plus durs et les moins qualifiés. Sur le plan idéologique, enfin, le racisme constitue une sorte de prolongement du mépris de classe en permettant de justifier les inégalités au sein même de la classe ouvrière. Il est d'ailleurs frappant que les discriminations actuelles recoupent parfaitement la hiérarchie raciale instituée à l'époque coloniale. Vous en avez un exemple là dans l'image qui vous est projetée. Donc la hiérarchie raciale de l'époque coloniale où les Noirs se trouvaient tout en bas de l'échelle, en dessous des Asiatiques et des Arabes. Tout comme il est frappant d'ailleurs que les préjugés actuels sur les Noirs et les Roms reposent sur le même déni d'humanité qui a justifié leur mise en servitude pendant plusieurs siècles, parce que c'est souvent oublié, mais l'esclavage des Roms, qui a duré plusieurs siècles, n'a été aboli qu'en 1864, à la même époque que les Noirs américains, donc, et à la même époque que l'émancipation des serfs de Russie, enfin, que la fin du servage. Les emplois subalternes, le chômage, la précarité que subissent davantage les populations d'origine immigrée, on ne peut les expliquer que par le racisme, à moins d'ailleurs d'être soi-même raciste, c'est-à-dire de considérer que ces populations sont responsables de leur sort, soit par leur culture, leur éducation, soit par leur nature. Après tout, d'ailleurs, Macron ne dit pas autre chose lorsqu'il exprime son mépris de ceux qui ne sont rien, et donc qui sont bien responsables de ne pas avoir grand-chose. Alors on le voit, si le racisme est systémique,
comme on l'entend aujourd'hui dans les manifestations, c'est parce que le capitalisme porte en lui le racisme, comme la nuée porte l'orage, pour citer une phrase connue de Jaurès sur la guerre. Bon, du coup, l'État, nous, on l'analyse comme étant bourgeois. Comme étant un État bourgeois, mais par conséquent, raciste. Aujourd'hui, la législation bourgeoise, c'est vrai, elle n'est plus explicitement raciste. D'ailleurs, pas plus qu'il n'y a de législation clairement sexiste. L'évolution récente de la plupart des États impérialistes va dans le sens de l'égalité de droit, égalité donc formelle. On peut rappeler au passage que cette égalité de droit, elle est en fait au fondement du droit bourgeois. Elle est même, c'est son point de départ. C'est une égalité abstraite qui permet de traiter tout le monde sur le même pied. Et traiter tout le monde sur le même pied dans le monde bourgeois, c'est traiter tout le monde sur le pied de l'exploitation. Et c'est en partant de ce constat que l'un des premiers socialistes, vous avez les citations là, Buonarroti, écrivait que l'égalité, je cite, ne fut autre chose qu'une belle et stérile fiction de la loi. Il ajoutait, aujourd'hui qu'elle est réclamée d'une voix plus forte, on nous répond « Taisez-vous, misérable, l'égalité de fait n'est qu'une chimère. Vous êtes tous égaux devant la loi, canaille. Que te faut-il de plus ?» Donc ce qu'il nous faut de plus, ça reste toujours le même programme, c'est l'égalité réelle. Alors il a fallu bien du temps et bien des luttes pour que cette égalité de droit soit acquise dans le domaine racial. Et encore. Certes, il est loin, et c'est tant mieux, le temps de l'indigénat. Encore plus loin, celui de l'esclavage légal. Mais l'État français, pour ne citer que lui, mène toujours, sur fond d'égalitarisme abstrait, des politiques racistes. Les politiques migratoires, par exemple, permettent de séparer une immigration choisie, très majoritairement blanche, européenne ou nord-américaine, et une autre dite subie, venant des pays sous domination impérialiste. Ces termes, régulièrement employés dans le débat politique, ne sont pas seulement racistes. Ils sont trompeurs, puisque c'est un choix conscient, c'est pas du tout subi. C'est un choix conscient de l'État que de faire le tri parmi les migrants et de marginaliser ceux des pays pauvres, sans pour autant d'ailleurs leur interdire tout accès au territoire dans la mesure où il reste nécessaire pour faire tourner une partie de l'économie. Plus pervers encore, au sein même de cette immigration, on distingue une immigration légale et une autre illégale. La première, à qui l'accès à la nationalité française est de plus en plus difficile, qui du moins est en situation dite régulière. Et la seconde, qui est contrainte à fuir les contrôles de police et à multiplier les démarches pour obtenir les papiers nécessaires à sa régularisation. Donc aujourd'hui encore, il y a bien des lois racistes en France. Les dispositions spéciales consacrées aux Roms d'immigration récente, souvent citoyens européens, mais cibles d'expulsion et de persécution policière, sous les présidences de Sarkozy et Hollande, constituent dans ce domaine un cas d'école. Je passe d'ailleurs sur la permanence des dispositions spécifiques liées aux Roms, aux Roms dits Manouches, Sinti, etc., c'est-à-dire à l'ancienne immigration, enfin, à la population Rome résidant en France depuis longtemps. Plus largement, donc, les politiques migratoires de l'Union européenne ont même favorisé le développement de l'esclavage et de la traite en Europe et dans ses marges, comme en Libye. Ajoutons enfin qu'au-delà de ce racisme caractéristique d'un État impérialiste comme la France, l'État bourgeois s'est toujours construit sur des bases nationales. Pour qu'un État bourgeois existe, en effet, il lui faut un territoire et une population constituée en peuple, c'est une abstraction. Le peuple, c'est-à-dire, en fait, il faut que cette population elle forme un tout, malgré ses inégalités réelles. L'État se construit en fait sur la négation de la lutte des classes. C'est-à-dire, comme le disait Engels, comme un pouvoir qui, placé en apparence au-dessus de la société, doit estomper le conflit, le maintenir dans les limites de l'ordre. C'est quelque chose qui date d'ailleurs d'avant l'État bourgeois, mais dans le domaine, dans le monde bourgeois moderne, les États se construisent sur des bases nationales. Du coup, c'est pas étonnant qu'on rencontre tout au long de l'histoire la tendance de l'État bourgeois à utiliser le racisme pour raffermir sa base nationale. Et ce n'est pas Manuel Valls qui a inventé cette idée, que Valeurs Actuelles a jugée explosive, que la lutte des classes disparaît au profit de la guerre des races, puisqu'il l'a dit dans une récente interview du 18 juin. L'antisémitisme a longtemps joué et continue d'ailleurs de jouer ce rôle. En France, où l'État s'est constitué dans la violence de l'impérialisme, les gouvernements recourent régulièrement, de façon tout à fait cynique, à l'outil du racisme. Même à gauche, comme sous Hollande, qui a tiré de son chapeau, ou plutôt du chapeau de l'extrême droite, l'idée de la déchéance de nationalité après les attentats de novembre 2015. Quant à Macron, élu sur un programme libéral, pro-européen et porte-voix d'une grande et d'une petite bourgeoisie urbaine libérale et en apparence ouverte sur le monde, il n'a pas tardé
a affirmé sa fermeté face aux migrants en poursuivant la politique de fermeture des frontières de ses prédécesseurs. Et surtout, lorsque le mouvement des Gilets jaunes lui a causé de sérieuses difficultés, il s'est empressé de mettre l'identité nationale et l'immigration au cœur du grand débat, reprenant les thèmes favoris du Rassemblement national, alors même qu'il avait au préalable accusé les Gilets jaunes de jouer le jeu du Rassemblement national et d'abriter en leur sein des antisémites. Aujourd'hui, après avoir laissé Castaner concéder aux manifestants l'abandon de la clé d'étranglement, voilà qui leur donne la fin de la récréation. Et pendant que son ministre recule sous la pression de ses propres troupes, de ses propres flics, Macron se fait le champion de l'unité nationale, accusant les organisateurs des manifestations de séparatisme, alors même que ces manifs rassemblent une population extrêmement mixte. Notons au passage que le président a été jusqu'à s'aventurer dans la théorie, il aime bien faire ça, en s'en prenant aux universitaires coupables, selon lui, d'avoir analysé le racisme de la société française et en les accusant de casser la République en deux, selon ses mots. Autrement dit, reconnaître la réalité du racisme et sa profondeur, ce qui n'est pourtant pas difficile, ce serait déjà remettre en cause la République, une et indivisible, comme chacun sait. Il s'agit aussi bien d'ailleurs d'une forme de politique raciste, une façon de favoriser ceux qui, parmi les militants antiracistes, défendent la même chose que l'extrême droite, à savoir la séparation des blancs d'un côté, des noirs et des arabes ou musulmans de l'autre. Les perspectives racialistes de ces militants de la galaxie dite décoloniale, du Parti des indigènes de la République ou d'autres officines du même tonneau n'ont pourtant pas émergé en fait pendant les manifestations de ces dernières semaines, qui mettaient plutôt au premier plan l'exigence d'une lutte d'ensemble et non la lutte dite autonome de chaque groupe dit racisé, pour reprendre la terminologie de ces militants. Car seule une lutte d'ensemble peut balayer les oppressions subies par les classes populaires sans nier les différences produites par ces oppressions et au fond de la façon la mieux intersectionnelle qui soit. Alors maintenant, comment en finir avec le racisme ? On a vu que le racisme, ce n'était pas un accident. Ce n'est pas une aberration dans la société capitaliste qu'il suffirait donc de corriger par des lois adaptées, la répression des propos et des actes racistes, etc. D'ailleurs, ce n'est pas avec des lois, au passage, qu'on empêchera les racistes de l'être, que ce soit dans la police ou au dehors. Tout au plus, peut-on, ce serait déjà bien, grâce au rapport de force créé par la mobilisation, contraindre la police à se montrer moins agressive. Bref, on peut calmer la police. Mais ce n'est là qu'une solution superficielle, qui corrige les comportements sans corriger les idées. Et surtout, ces solutions se heurtent à une contradiction impossible, parce que même dans le meilleur des cas, l'État ne pourrait s'en prendre longtemps à sa propre police, qui est tout de même là en dernière instance pour le protéger, et pour protéger l'ordre social qu'il maintient. Comme en témoigne d'ailleurs la répression accrue des manifestations depuis quelques années, depuis les Gilets jaunes et même un petit peu avant, la loi travail, etc. Donc la police, elle est là pour protéger l'État, pour protéger l'ordre capitaliste, et pas pour protéger la population, comme le prétend par exemple SOS Racisme, dans la pétition que j'ai déjà citée, en demandant ingénument que les policiers se comportent, je cite, en toutes circonstances, en conformité avec la loi et leur code de déontologie. Alors oui, il faut combattre le racisme, mais pas au nom d'une prétendue unité du peuple, comme le fait par exemple Mélenchon. Mélenchon dit, vous avez la citation, « C'est l'unité de notre peuple qui est mise en cause par les contrôles aux faciès, les propos ou comportements racistes et le déni de justice des violences policières impunies. » Il faut aussi combattre en fait les illusions créées par de tels propos, qui non seulement prônent une unité qui occulte la coupure irréconciliable entre oppresseurs et opprimés, mais qui font de la police la garante de cette pseudo-unité, alors que tout au contraire, elle est là pour maintenir les opprimés dans la sujétion. Entre les propos d'un Macron et ceux de Mélenchon, il y a un point commun. La volonté de sauver la peau de la police, pilier de la République bourgeoise, et de rétablir l'unité de cette République. Par exemple, François Ruffin, sommé par un flic lors d'une interview sur France Inter de se justifier d'avoir dénoncé le racisme dans la police, eh bien François Ruffin s'est montré on ne peut plus rassurant pour la police. Sachez, dit-il, que mon objectif est d'éviter une guerre, des batailles rangées entre la police et la population. Il faut que les bonnes volontés, du côté de la police et de la population, se bagarrent pour rétablir cette confiance qui est aujourd'hui mise à mal. Donc s'il fallait lutter aux côtés des flics contre le racisme, on n'en aurait sans doute pas fini. Alors nous nous opposons évidemment à de telles considérations, l'unité nationale très peu pour nous. Ce qu'on veut, c'est une autre unité, la classe ouvrière se doit d'unir tous ceux et celles qui veulent en finir avec le capitalisme et tout son cortège d'oppression.
Le fait que les manifestations récentes aient réuni une population extrêmement hétéroclite, jeunes de toutes origines et de tout genre, prolétaires ou petites bourgeoises, eh bien c'est en soi très prometteur. Et ça nous rappelle au passage que la prise de conscience politique ne peut pas se réduire à la prise de conscience de sa propre oppression, que des blancs se révoltent contre les discriminations que subit une partie de la population en raison de sa couleur ou de son origine, c'est la moindre des choses en fait. Si racisme et capitalisme sont donc deux choses distinctes, elles sont intimement liées. Le racisme est constitutif du capitalisme français, ou belge, hollandais, britannique ou même américain. Cela en raison du chemin emprunté par la mise en place de la domination de la bourgeoisie sur la société. Le racisme plonge ses racines aussi profondément dans l'histoire que le capitalisme, et l'on ne peut l'extirper sans déraciner en même temps l'arbre capitaliste autour duquel il s'est fixé. La classe ouvrière doit donc prendre en charge la lutte contre le racisme si elle veut combattre sérieusement ses exploiteurs. Pas seulement parce que ceux-ci entretiennent consciemment ou inconsciemment le racisme, mais aussi parce que si la classe ouvrière restait en dehors de cette lutte, elle en laisserait la direction à des leaders petits bourgeois, intellectuels ou figures locales de quartiers populaires désireux de se faire une place au soleil de la République. C'est ce qui s'est déjà passé aux États-Unis, où les leaders noirs sont le plus souvent liés à une bourgeoisie et à une petite notabilité communautaire. Celles-ci peuvent jouir de privilèges non seulement économiques, mais aussi liés au fait de vivre un peu plus à l'abri de la violence raciste que le reste de la population noire. En témoigne la croissance d'une population noire dans les anciens États ségrégationnistes, en Afrique du Sud ou aux États-Unis, pour ne citer que ces pays. Les espoirs soulevés par Obama, premier président noir, n'ont heureusement pas empêché les Afro-Américains de lancer le mouvement Black Lives Matter en 2013, ni de se révolter contre les violences policières, comme à Baltimore en 2015. De fait, si les mouvements antiracistes peuvent bien obtenir de nombreux progrès dans le domaine de l'égalité de droits, comme l'a fait aux États-Unis le mouvement des droits civiques, seule la remise en cause du capitalisme peut permettre d'avancer vers l'égalité réelle et à terme de l'arracher. Alors, la classe ouvrière devra, dans le combat antiraciste, comme dans chacun de ses combats, affirmer son indépendance vis-à-vis des perspectives étroitement bourgeoises défendues par tous les réformistes, qu'ils se trouvent au Parti socialiste, à la France insoumise ou ailleurs, dans les mouvements antiracistes ou au sein des quartiers populaires. De ce point de vue, la prise de conscience grandissante du problème raciste et la mise en accusation d'un racisme d'État ou systémique, qui vise le pouvoir politique plutôt que les individus qui sont à son service, eh bien ça constitue un progrès politique indéniable, même si l'expression racisme d'État semble sous-entendre que l'État pourrait ne pas être raciste. Dénoncer le racisme de l'État, oui, il faut le faire, mais sans semer l'illusion qu'on pourrait le débarrasser du racisme qu'il a chevillé au corps, et à condition de comprendre et d'expliquer que l'État est raciste parce qu'il est bourgeois. Et que pour se débarrasser du racisme, il faudra le renverser. Car pour le prolétariat, soulever le problème du racisme, c'est déjà soulever de nombreux autres problèmes. Celui de la violence de la police en général, bien visible pendant la révolte des Gilets jaunes, celui des inégalités économiques et de toutes les discriminations, celui de la justice de classe, le rôle joué par les forces de l'ordre dans son maintien et dans la répression des classes populaires en général. Toute chose qui pousse à remettre en question l'ordre social lui-même, la société capitaliste et l'État qui la gère. Sachant que si nous voulons renverser le capitalisme et son État, nous trouverons inévitablement sur notre chemin son armée et sa police.